Mon patron m'a donné une carte Starbucks de 25 $, mais a donné une prime de signature de 12 000 $ à son neveu. Mais le lendemain matin, mon brevet s'est vendu pour 1,8 million de $. Maintenant, il est en prison. 94 appels manqués. Lors de mon départ à la retraite, après 35 ans de service, mon patron m'a tendu une carte cadeau Starbucks de 25 $ devant tout le monde. Le même après-midi, il a donné à son neveu, qui n'était dans l'entreprise que depuis 3 semaines, une prime de signature de 12 000 $. J'ai souri, les remercié et suis rentré chez moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain matin, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Une entreprise technologique voulait acheter mon brevet pour 1,8 million de $. Mais quand mon patron l'a découvert, il a affirmé que l'entreprise en était propriétaire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui montrer exactement ce que 35 ans d'observation silencieuse m'avaient appris. Je m'appelle Robert Chen. J'ai 63 ans et jusqu'à vendredi dernier, j'étais ingénieur mécanique senior chez Hartman Industrial Solutions à Columbus, Ohio. Je dis « était », car tout a changé exactement à 14h30 le 20 octobre, lors de ce qui était censé être ma célébration de départ à la retraite. La salle de conférence était décorée de serpentins bleus et argentés génériques. Il y avait un gâteau rectangulaire de chez Costco avec l'inscription « Bonne chance Rob » en lettres de glaçage rigide. Mes collègues se tenaient autour, tenant des assiettes en carton, bavardant, vérifiant leur téléphone. C'était le genre de fête à laquelle on assiste par obligation, pas par affection. J'avais travaillé chez Hartman depuis 1988. Juste après l'Ohio State avec mon diplôme d'ingénieur, plein d'idées et d'énergie, croyant que le travail acharné et la loyauté comptaient. J'avais vu l'entreprise passer de 40 à plus de 300 employés. J'avais survécu à 4 récessions, 2 changements de propriétaires et d'innombrables vagues de licenciements. J'avais probablement formé une centaine d'ingénieurs juniors au fil des décennies. Je n'avais jamais appelé pour dire que j'étais malade, sauf si j'étais vraiment souffrant. J'avais manqué la remise des diplômes de ma fille en 8e année pour terminer un projet critique. J'avais passé des week-ends à l'atelier, des soirées à réviser des calculs, des jours fériés à déboguer des prototypes. Ma femme Sarah avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais marié à Hartman en premier, et à elle en second. Elle est décédée il y a 4 ans, d'un cancer de l'ovaire. À ce moment-là, le travail était tout ce qu'il me restait. Notre fille Emily vivait à Seattle avec sa propre famille. La maison de Clintonville me semblait trop grande, trop silencieuse. Alors, je restais tard au bureau, prenais des projets supplémentaires, encadrais les jeunes ingénieurs qui voulaient réellement apprendre. Marcus Hartman, le PDG et petit-fils du fondateur, se tenait devant la salle de conférence. Il avait 51 ans, avec le genre de bronzage qui vient des voyages de golf en Floride, pas des hivers de l'Ohio. Son costume coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Rob, dit Marcus, affichant son sourire de politicien. 35 ans. C'est un dévouement incroyable. Vous avez été l'épine dorsale de notre département d'ingénierie. Les gens applaudirent poliment. J'ai hoché la tête. Nous vous avons offert un petit quelque chose, continua Marcus. Il me tendit une carte. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau Starbucks. J'ai vérifié le montant plus tard, 25 $. Merci, Marcus, dis-je. J'apprécie. Ne soyez pas un étranger, dit-il, se détournant déjà. Passez quand vous voulez. C'était tout. 35 ans réduits à 25 $ et un gâteau Costco. J'ai mangé ma part, serré quelques mains et suis parti à 15h15. Mais voici ce qui m'a vraiment brûlé. À 15h30, juste après mon départ minable, Marcus a organisé un autre rassemblement. Celui-ci était dans son bureau privé, avec du champagne au lieu du gâteau. Je le sais parce que j'avais oublié mes lunettes de lecture dans la bibliothèque d'ingénierie juste à côté. Quand je suis retourné les chercher, j'ai entendu le brouhaha. À travers la paroi vitrée, j'ai vu Marcus présenter un chèque surdimensionné à Tyler Hartman, son neveu de 26 ans. Tyler avait rejoint l'entreprise 3 semaines plus tôt en tant que consultant en projet, ce qui signifiait apparemment jouer au golf avec des clients et publier des citations de motivation sur LinkedIn. Le chèque était de 12 000 $, une prime de signature. Je me tenais là, tenant ma mallette en cuir usé, ma carte cadeau de 25 $ dans ma poche, et je les regardais sabrer le champagne. Tyler riait,
prenant des selfies avec le chèque. Marcus lui tapait dans le dos. Personne ne m'a vu là. Personne ne m'a jamais vraiment vu. Je suis rentré chez moi dans ma Honda Accord de 2009. Le voyant du moteur était allumé depuis 6 mois. J'avais l'intention de le réparer, mais la retraite me semblait un meilleur moment pour m'en occuper. Maintenant, la retraite était là et je ne ressentais rien. Pas de soulagement, pas d'excitation, juste le vide. Ma pension me donnerait 42 000 $ par an. La sécurité sociale ajouterait 24 000 $, soit 66 000 $ au total. J'avais remboursé la maison il y a des années, mais il y avait les impôts fonciers, l'assurance, les services publics, la nourriture, les frais médicaux. Je serais suffisamment à l'aise, pas à voyager à travers le monde, mais je ne mourrais pas de faim. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon atelier au sous-sol. C'était ma vraie maison. Des établis garnis d'outils que j'avais collectionnés pendant des décennies. Des armoires pleines de pièces et de matériaux, une table à dessin avec du papier millimétré et des crayons mécaniques. C'est ici que j'avais inventé la chose qui allait tout changer, bien que je ne le savais pas encore. En 2016, j'ai développé un nouveau type d'assemblage de valves pour les systèmes hydrauliques, plus efficace, moins cher à fabriquer, plus durable. J'avais travaillé dessus à la maison, dans ce sous-sol, sur mon temps libre, les week-ends, les soirs, l'année suivant le décès de Sarah, quand le sommeil était de toute façon impossible. J'avais déposé le brevet à mon propre nom, payé les frais moi-même. L'entreprise n'avait rien à voir avec ça. Je l'avais montré à Marcus une fois, pensant que Hartmann pourrait peut-être le fabriquer. Il l'avait regardé pendant peut-être 30 secondes. Intéressant, Rob, mais nous sommes concentrés sur nos produits de base en ce moment. Ce n'est pas le bon moment pour de nouvelles entreprises, alors je l'avais rangé. Le brevet prenait la poussière dans un tiroir. J'avais presque oublié cela jusqu'au samedi matin, lorsque mon téléphone a sonné à 8h15. Est-ce bien Robert Chen? Une voix de femme, professionnelle, énergique, a dit « Monsieur Chen, je m'appelle Jennifer Walsh. Je suis la directrice des acquisitions chez Apex Hydraulic Systems à Pittsburgh. Nous avons effectué des recherches sur la technologie des valves et nous sommes tombés sur votre brevet numéro US 9347625B2. Nous sommes très intéressés par l'acquisition des droits. » Je me suis redressé sur ma chaise de cuisine. Je suis désolé, quoi? Votre conception d'assemblage de valves. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour nos systèmes de nouvelle génération. Nous aimerions vous faire une offre. Quel genre d'offre? Nous sommes prêts à offrir 1,8 million de $ pour les droits complets sur le brevet, plus un accord de consultation si vous êtes intéressé. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. 1,8 million? C'est notre offre de départ, Monsieur Chen. Si vous avez une représentation légale, nous pouvons organiser une négociation formelle, mais je voulais vous contacter directement d'abord. Êtes-vous intéressé à poursuivre? Mes mains tremblaient. Oui. Oui, je suis définitivement intéressé. Merveilleux. Je demanderai à notre équipe juridique de vous envoyer les documents préliminaires. Dois-je les envoyer à votre adresse personnelle ou préférez-vous un autre endroit? Je lui ai donné mon adresse e-mail. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes des délais, des prochaines étapes, de la diligence raisonnable. Quand j'ai raccroché, je suis resté là, fixant mon téléphone. 1,8 million de $. Après 35 ans de salaire de 50 000 $ et de augmentation sautée, et de « nous apprécions votre dévouement, mais le budget est serré cette année », j'étais sur le point de devenir millionnaire. Je voulais appeler quelqu'un, mais Emily était probablement occupée avec ses enfants. Je n'avais pas beaucoup d'amis en dehors du travail, et le travail n'était plus ma vie. Alors, je me suis assis seul dans ma cuisine, dans la maison que j'avais partagée avec Sarah, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Les documents sont arrivés dimanche après-midi. J'ai lu chaque mot. Le brevet était définitivement le mien, déposé sous mon nom, développé sur mon propre temps, en utilisant mes propres ressources. Il n'y avait pas de zone grise. C'était ma création, ma propriété, mon coup de chance. Lundi matin, j'ai rappelé Jennifer et lui ai dit que je voulais continuer. Nous avons fixé un rendez-vous pour la semaine suivante à Pittsburgh. J'aurais dû me taire. J'aurais dû attendre que tout soit finalisé. Mais j'avais 63 ans, et pour la première fois depuis des décennies,
j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose, que mon travail comptait réellement. Je voulais que quelqu'un le sache. Alors, mardi après-midi, je suis passé chez Hartmann Industrial Solutions, juste pour faire une visite, comme Marcus l'avait suggéré, pour saluer quelques-uns de mes anciens collègues. J'ai croisé Tom Morrison sur le parking. Tom avait 57 ans, un autre ingénieur senior. L'une des rares personnes chez Hartmann que je considérais réellement comme un ami. Rob, content de te voir, mon pote. Comment se passe la retraite? Plutôt bien, en fait. Et, tu ne croiras jamais ça. Tu te souviens de ce brevet de valve que j'ai déposé il y a quelques années? Le truc hydraulique? Oui. Une entreprise à Pittsburgh veut l'acheter pour 1,8 million de dollars. Les yeux de Tom s'écarquillèrent. Sacré Rob. C'est incroyable. Je sais. Je les rencontre la semaine prochaine pour tout finaliser. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis je suis entré. J'ai serré des mains, discuté avec quelques ingénieurs, j'ai presque ressenti de la nostalgie pour l'endroit. Je n'ai pas vu Marcus ce jour-là. Mais mercredi matin, il avait tout entendu. Mon téléphone a sonné à 9 heures. Marcus Hartmann. Rob. Salut, Marcus. Tiens. Écoute. J'ai entendu une rumeur intéressante. Quelque chose à propos d'un brevet. Oh oui, ma conception d'assemblage de valves. Apex Hydraulique veut l'acheter. C'est génial, Rob. Vraiment génial. Mais nous devons parler de quelque chose. Peux-tu venir à mon bureau cet après-midi? Disons 14 heures. Quelque chose dans son ton m'a fait serrer l'estomac. De quoi s'agit-il, Marcus? Juste quelques documents que nous devons examiner. Rien à craindre. À 14 heures. Il a raccroché avant que je puisse poser plus de questions. Je suis arrivé à 13h55. L'assistante de Marcus m'a conduit à son bureau. Marcus était là avec Denny Crawford, l'avocat de l'entreprise. Denny avait 62 ans, portait des costumes coûteux, et avait le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Rob, merci d'être venu, dit Marcus. Asseyez-vous. » Je me suis assis. Denny a fait glisser un dossier sur le bureau. « Rob, nous avons examiné votre contrat de travail, dit Denny. Plus précisément, la clause de propriété intellectuelle. » Mon estomac s'est noué. Quelle clause de propriété intellectuelle? Page 7, section 4. Elle stipule que toute invention développée par un employé pendant son mandat, quel que soit l'endroit ou le moment où elle a été développée, devient la propriété de Hartmann Industrial Solutions, si elle se rapporte aux intérêts commerciaux de l'entreprise. J'ai eu froid. J'ai développé cette valve sur mon temps libre, dans mon propre atelier, en utilisant mes propres matériaux. La clause ne spécifie pas l'emplacement ou les ressources, Monsieur Chen. Elle spécifie le moment et la pertinence. Vous étiez employé ici lorsque vous l'avez développé. Les systèmes hydrauliques sont directement pertinents pour nos activités. Par conséquent, le brevet appartient à Hartmann. C'est. Marcus leva les mains. Rob, restons calmes. Nous n'essayons pas d'être déraisonnables ici. Nous sommes prêts à vous offrir des frais de découverte. 10% de ce qu'Apex nous paie. 10%? Je l'ai fixé. C'est mon invention. Selon votre contrat, c'est notre invention, a dit Denny. Cependant, en reconnaissance de vos longs services, Monsieur Hartmann est prêt à être généreux. 10% de 1,8 million, c'est 180 000 dollars. C'est un joli bonus de retraite en plus de votre pension. Vous avez donné à Tyler 12 000 dollars pour s'être présenté. Vous m'avez donné une carte cadeau de 25 dollars pour 35 ans. Le sourire de Marcus se crispa. La prime de signature de Tyler est une affaire distincte. C'est une affaire, Rob. Vous avez signé le contrat en 88. Nous ne faisons qu'appliquer les termes. J'ai regardé Denny. J'ai besoin de consulter mon propre avocat. Bien sûr, dit Denny, mais je dois vous informer que si vous procédez à la vente à Apex sans notre autorisation, nous déposerons une injonction immédiate et engagerons des poursuites judiciaires. Cela pourrait bloquer les choses devant les tribunaux pendant des années très coûteuses. Il me menaçait, après tout ce que j'avais donné à cette entreprise. Il me menaçait.
Je vous tiendrai au courant, dis-je. Je me suis levé et je suis parti. Dans ma voiture, je me suis assis, agrippant le volant, essayant de ne pas trembler. 1,8 million de dollars. Le premier vrai argent dont j'avais jamais été proche. Et ils allaient le voler. J'ai appelé Émilie cette nuit-là, lui ai tout raconté. Papa, c'est horrible. Mais tu as besoin d'un avocat. Un bon. Je ne peux pas me permettre un bon avocat, chérie. Pas le genre qui peut combattre une entreprise comme Hartmann. Et l'argent du brevet? Je ne peux pas y accéder s'il bloque la vente. Elle est restée silencieuse un instant. Papa, j'ai des économies. Laisse-moi t'aider. Émilie, non. Tu as ta propre famille, ton propre prêt immobilier. Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Tu as passé toute ta vie à aider les autres. J'ai senti des larmes monter dans mes yeux. D'accord. D'accord. Merci. Elle m'a recommandé un avocat à Columbus, une femme nommée Patricia Reeves, spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Patricia a accepté de me rencontrer le lendemain. Le bureau de Patricia se trouvait dans une maison transformée du village allemand. Elle avait peut-être 45 ans, des yeux vifs derrière des lunettes sans monture, une poignée de main sans fioriture. Je lui ai tout raconté, lui ai montré les documents de brevet, le contrat de travail, les emails d'Apex. Elle a lu attentivement, prenant des notes. Finalement, elle a levé les yeux. Monsieur Chen, cela va être difficile, mais ce n'est pas impossible. La question clé est de savoir si votre invention est réellement liée aux intérêts commerciaux de Hartmann. Si nous pouvons soutenir que la conception de votre valve est suffisamment différente de ce que Hartmann produit, nous pourrions être en mesure d'annuler cette clause. À quel point doit-elle être différente? Suffisamment différente pour qu'une personne raisonnable ne la considère pas comme relevant du champ d'activité normal de Hartmann. Dites-moi, que fabrique principalement Hartmann? Des pompes et des compresseurs industriels, quelques travaux de fabrication sur mesure. Et votre valve? Elle est destinée aux systèmes hydrauliques, applications complètement différentes, marchés différents, clientèle différente. Patricia hocha la tête. Cela pourrait fonctionner, mais voici ce qui m'inquiète. Combattre cela devant les tribunaux pourrait prendre 2 ans, peut-être 3. Les honoraires d'avocat pourraient s'élever à 6 chiffres et il n'y a aucune garantie que nous gagnerions. Mon espoir s'est envolé. Alors, il gagne. Il vole mon brevet et je n'obtiens rien. Je n'ai pas dit cela. Patricia se pencha en avant. Monsieur Chen, avant de décider de la stratégie juridique, je dois vous demander quelque chose. Au cours de vos 35 ans chez Hartmann, avez-vous déjà vu quelque chose de discutable? Quelque chose qui pourrait suggérer un schéma de comportement? J'y ai réfléchi. Quel genre de discutable? Vol de propriété intellectuelle, exploitation des employés, pratiques commerciales frauduleuses, tout ce qui pourrait indiquer que ce n'est pas la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Et puis je me suis souvenu. Jimmy Brandt a pris sa retraite en 2012 après 30 ans en tant qu'ingénieur concepteur. 6 mois après son départ, Hartmann a lancé une nouvelle conception de compresseur sur laquelle Jimmy avait travaillé pendant des années. Jimmy a essayé de se battre. Il a affirmé que c'était sa conception, mais il n'avait pas l'argent pour des avocats. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il vivait dans un parc de caravanes au Kentucky. Karen Sue a quitté l'entreprise en 2015 après qu'ils aient refusé de la créditer pour une amélioration de l'efficacité d'une pompe qui leur avait fait économiser des millions en coûts de fabrication. Elle avait déposé une sorte de plainte, mais cela n'avait abouti à rien. David O'Connor a été forcé de partir en 2018 après avoir remis en question certaines pratiques de facturation sur un contrat gouvernemental. Il a essayé de soulever des préoccupations en interne mais a été qualifié de fauteur de troubles et finalement poussé à une retraite anticipée. J'ai raconté tout cela à Patricia. Ses yeux se sont illuminés. Monsieur Chen, l'une de ces personnes serait-elle prête à me parler? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec mon brevet? Si nous pouvons établir un schéma de vol de propriété intellectuelle et d'exploitation des employés, nous ne nous battons plus seulement dans un litige contractuel. Nous envisageons potentiellement la fraude, la violation de l'obligation fiduciaire, voire des violations de la loi RICO s'il y a un schéma systématique. RICO, c'est pour le crime organisé. C'est aussi pour la fraude commerciale systématique. Mais je m'emballe.
D'abord, je dois parler à ses anciens employés. Pouvez-vous me procurer leurs coordonnées? J'avais encore accès à mon email professionnel pendant une semaine. J'ai consulté l'ancien annuaire des employés, trouvé les adresses et les numéros de téléphone de Jimmy, Karen et David, et les ai envoyés à Patricia. Que dois-je faire en attendant, ai-je demandé. Maintenez votre rendez-vous avec Apex. Ne vous engagez à rien, mais poursuivez la conversation. Et Monsieur Chen, ne mentionnez rien de tout cela à quiconque chez Hartman. S'il y a quelque chose de plus grand ici, je ne veux pas les alerter. Au cours de la semaine suivante, Patricia a travaillé rapidement. Elle a contacté Jimmy, Karen et David. Tous trois ont accepté de parler. Leurs histoires étaient remarquablement similaires. De bons employés, fidèles à l'entreprise, qui avaient créé quelque chose de précieux, et dans chaque cas, Hartman avait trouvé un moyen de s'approprier la propriété et de profiter de leur travail sans rien leur donner. La conception du compresseur de Jimmy générait maintenant plus de 2 millions de dollars par an en revenus. L'amélioration de l'efficacité de Karen avait permis à Hartman d'économiser environ 15 millions de dollars en coûts de fabrication au cours de la dernière décennie. Les préoccupations de David concernant le contrat gouvernemental se sont avérées exactes. Hartman avait surfacturé pendant des années, mais l'entreprise avait enterré sa plainte. Patricia a également découvert autre chose. Au cours des 20 dernières années, Hartman avait déposé 47 brevets. Parmi ceux-ci, 31 listaient Marcus Hartman comme inventeur principal. Mais lorsqu'elle a recoupé ses brevets avec les dossiers d'emploi et interrogé d'anciens employés, elle a constaté que Marcus n'avait en fait inventé aucun d'entre eux. Il avait simplement mis son nom sur le travail d'autres personnes. Monsieur Chen, dit Patricia lors de notre réunion le lundi suivant, je pense que nous avons quelque chose de beaucoup plus grand qu'un litige contractuel. Je pense que nous avons une fraude systématique s'étendant sur 2 décennies. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? J'ai pensé à 35 ans. À chaque augmentation manquée, chaque fois que je suis resté tard, chaque week-end que j'ai passé à l'atelier. J'ai pensé à Sarah, qui est morte alors que j'étais encore fidèle à une entreprise qui me considérait comme jetable. J'ai pensé à la carte cadeau de 25 $ et à la prime de signature de 12 000 $. Je veux la justice, dis-je. Quoi que cela coûte. Patricia hocha la tête. Alors, voici ce que nous allons faire. Au cours des 3 semaines suivantes, Patricia a monté un dossier. Elle a interrogé 9 anciens employés de Hartman qui avaient eu des expériences similaires. Elle a obtenu des dossiers de brevets, des contrats de travail, des documents financiers. Elle a trouvé des preuves de surfacturation sur 3 contrats gouvernementaux distincts. Elle a documenté un schéma de représailles contre les employés qui exprimaient des inquiétudes. Et puis elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a contacté le FBI. Il s'avère que frauder le gouvernement sur des contrats est un crime fédéral. Tout comme la fraude systématique au brevet. Le FBI était très intéressé par Hartman Industrial Solutions. Pendant ce temps, j'ai maintenu les apparences. J'ai rencontré Apex à Pittsburgh, leur ai dit qu'il y avait quelques complexités juridiques à résoudre, mais je leur ai demandé de maintenir leur offre. Ils ont accepté, sentant qu'il y avait une histoire ici dont ils ne voulaient pas faire partie. Marcus m'a appelé 2 fois. Les 2 fois, il a essayé de paraître amical, me demandant si j'avais reconsidéré leur offre généreuse de 10%. J'y réfléchis toujours, lui ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps, Rob. Ces opportunités n'attendent pas éternellement. Le 15 novembre, le FBI a exécuté des mandats de perquisition chez Hartman Industrial Solutions. Ils ont saisi des ordinateurs, des dossiers financiers, des dossiers de brevets, tout. Marcus a été interrogé. Denny Crawford aussi. La nouvelle a fait la une du Columbus Dispatch le lendemain, entreprise locale sous enquête fédérale pour fraude. Mon téléphone a sonné. Marcus. Rob. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé à un avocat, Marcus, comme tu l'as suggéré. C'est l'entreprise de ma famille. Mon grand-père l'a bâtie. Ton grand-père avait aussi la décence de traiter ses employés comme des êtres humains. Tu nous as traités comme des ressources à exploiter. Je t'ai donné un emploi pendant 35 ans. Tu m'as donné un salaire en échange de mon travail. C'est ce qu'on appelle un emploi, pas la charité. Et quand j'ai finalement créé quelque chose de précieux, tu as essayé de le voler. Il respirait difficilement. Nous pouvons encore arranger ça.
Nous pouvons négocier. Non, Marcus. Nous ne pouvons pas. J'ai raccroché. Au cours des 3 mois suivants, l'enquête s'est étendue. Le FBI a découvert des preuves de plus de 40 millions de dollars de facturation frauduleuse sur des contrats gouvernementaux. Ils ont documenté 31 cas de vol de brevets. Ils ont mis au jour une société écran que Marcus avait créée pour transférer de l'argent à l'étranger. En février, Marcus Hartman et Denny Crawford ont été inculpés de 18 chefs d'accusation fédéraux, y compris fraude, complot et vol de propriété intellectuelle. L'entreprise a fait faillite. Les actifs ont été gelés. 300 employés ont perdu leur emploi. Je me suis senti très mal à ce sujet. C'étaient mes anciens collègues, des gens qui n'avaient rien à voir avec les crimes de Marcus. Mais Patricia m'a rappelé que l'entreprise était bâtie sur la fraude. Elle allait s'effondrer tôt ou tard. Au moins, maintenant, il y avait une chance pour une certaine justice. En mars, Apex a renouvelé son offre pour mon brevet, 1,8 million de dollars. Exactement comme avant, mais cette fois-ci, personne ne pouvait m'arrêter. J'ai signé les papiers. L'argent a été versé sur mon compte le 23 mars. Après impôts et honoraires de Patricia, il me restait 1,2 million de dollars. J'ai fait don de 200 000 dollars à un fonds de bourse pour les étudiants en ingénierie de l'Ohio State, créé au nom de Sarah. J'ai donné 100 000 dollars à Emily pour l'aider à financer les études de ses enfants. J'ai gardé le reste, mais l'argent n'était pas la meilleure partie. La meilleure partie, c'est ce qui est arrivé à mes anciens collègues. Parce que lorsqu'Hartman a fait faillite, l'affaire a attiré l'attention sur la fréquence du vol de propriété intellectuelle dans le monde des entreprises américaines. Jimmy, Karen, David et 6 autres anciens employés ont intenté un recours collectif contre le patrimoine Hartman. Ils ont gagné. Jimmy a reçu 800 000 dollars de dommages et intérêts pour sa conception de compresseur. Karen a reçu 1,3 million de dollars pour son amélioration de l'efficacité. David a retrouvé son emploi dans une meilleure entreprise et un règlement pour licenciement abusif. Et Marcus? Marcus a tout perdu. L'entreprise, l'argent, l'adhésion au country club. Sa femme a divorcé. Sa maison a été saisie. Il attend actuellement son procès, risquant jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Les appels manqués ont commencé en avril. Les premiers, je les ai ignorés. Au moment où j'ai bloqué son numéro, il avait appelé 94 fois. Il a laissé des messages vocaux, me suppliant de lui parler, de l'aider, de témoigner en sa faveur, qu'il n'était pas si mauvais, qu'il avait juste fait des erreurs, que 35 ans devaient compter pour quelque chose. J'ai supprimé chaque message sans écouter jusqu'à la fin. Parce que voici ce que j'ai appris, le pardon ne signifie pas la réconciliation. Je peux libérer ma colère sans lui accorder l'absolution. Je peux avancer sans l'emmener avec moi. Certaines personnes me demandent si je me sens coupable, si je regrette d'avoir détruit l'entreprise, coûté leur emploi à des gens, envoyé mon ancien patron en prison. Non, parce que ce que j'ai détruit n'était pas une vraie entreprise. C'était une coquille bâtie sur le vol et les mensonges. Les emplois perdus étaient des emplois qui existaient grâce à la fraude. Et l'homme qui va en prison n'est pas l'homme que je croyais connaître depuis 35 ans. C'est l'homme qui a toujours été là, se cachant derrière un sourire et un titre. J'ai 64 ans maintenant. Je vis dans la même maison à Clintonville. Je conduis toujours la même Honda, même si j'ai enfin réparé le voyant du moteur. Je suis bénévole au département d'ingénierie de l'Ohio State, encadrant des étudiants qui me rappellent qui j'étais. L'argent est agréable. Cela signifie que je peux rendre visite à Emily et aux petits-enfants sans me soucier des billets d'avion. Cela signifie que je peux faire des dons aux causes qui tenaient à cœur à Sarah. Cela signifie que je peux enfin réparer les escaliers du Porsche que je devais réparer depuis 8 ans. Mais la vraie richesse n'est pas dans mon compte bancaire. Elle est dans le fait de savoir que je me suis levé quand il le fallait. Que j'ai choisi la justice plutôt que le confort. Que 35 ans d'observation silencieuse m'ont appris à tout documenter, à voir les schémas, à connaître la différence entre la loyauté et la servitude. Mon vieil ami Tom m'a appelé le mois dernier. Il avait trouvé un emploi dans une autre entreprise manufacturière, gagnant 20% de plus que ce que Hartman lui versait. Tu sais ce qui est drôle, Rob, dit-il. J'étais terrifié quand Hartman s'est effondré. Je pensais que ma carrière était finie. Mais ce nouvel endroit valorise réellement l'expérience. Ils écoutent les idées.
Il partage le crédit. J'aurais dû partir il y a des années. Nous aurions tous dû, dis-je. Après que nous ayons raccroché, je me suis assis dans mon atelier, regardant les outils et les matériaux qui ont créé l'assemblage de valves qui a changé ma vie. La photo de Sarah est posée sur l'étagère au-dessus de mon établi principal. Elle sourit, tenant une tasse de café que je lui avais faite dans notre premier appartement. Je pense qu'elle serait fière de ce que j'ai fait. Pas de l'argent, mais de la position que j'ai prise, de la dignité que j'ai revendiquée, de la vengeance silencieuse qui s'est transformée en quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de s'assurer que personne d'autre ne soit blessé de la même manière. Parfois, c'est de se tenir dans les ruines de ce qui ressemblait à un succès et de souligner que ce n'était toujours qu'un mensonge coûteux. Et parfois, après 35 ans d'invisibilité, la plus grande satisfaction est d'être celui qui a finalement allumé la lumière.